Eh bien, le 1er février, il y a eu un putsch en Birmanie, un putsch de la junte birmane. Alors, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, Donc, la Birmanie, c'est un pays qui avait entamé il y a 10 ans une longue transition démocratique. Les militaires ont progressivement cédé du pouvoir, bah, mais... juste pour revenir Vas-y. un peu sur du contexte encore avant, la Birmanie, c'est un pays où il y a une armée très puissante Mhm. qui tient le pouvoir depuis 50 ans à peu près, depuis la révolution précédente, et donc une junte de militaires, c'est-à-dire que l'état-major de l'armée en Birmanie est un pouvoir à part entière, ne rend de compte à personne et dirige et en fait, étant donné qu'ils ont les flingues, font ce qu'ils veulent depuis tout ce temps-là. Et ensuite, comme tu dis, il y a une dizaine d'années, ont entamé une très légère transition démocratique face à la pression internationale. Sachant que cette transition démocratique, elle s'est quand même accompagnée d'un certain nombre de garanties pour les militaires, genre le fait qu'ils s'assuraient de garder le contrôle de 25% des membres du Parlement, ce genre de choses. Et sachant que aussi, on le verra un peu plus tard, mais cette junte militaire s'est assurée d'avoir un contrôle au fur et à mesure de plein de choses annexes du genre des grandes entreprises publiques en se nommant au conseil d'administration, des grandes entreprises privées, d'avoir des intérêts à plein d'endroits. Donc ils sont omniprésents. Il va falloir m'expliquer comment ça fonctionne, ce pouvoir militaire. Je ne comprends pas, elle se dirige toute seule, c'est un parti politique. Alors, Bah, les militaires birmans ont eu... on va en parler dans les articles en question, mais en 2 mots, les militaires birmans avaient leur organe politique, c'est-à-dire qu'ils avaient un parti politique des militaires birmans, et a priori, de ce que j'ai compris, bah, l'opposition était unie derrière globalement la figure d'Aung San Suu Kyi, même si c'est pas ancienne prix Nobel de la paix, pas mal contesté pour avoir défendu les massacres des voilà. Rohingyas, de la minorité musulmane à l'international, et ne pas avoir fait grand-chose pour les empêcher dans son pays. Mais donc les militaires ont un parti politique. Ce parti politique, c'était globalement avec le 25% de bonus. Ils étaient à peu près à 50%, le 50-50 lors de la première élection qui a eu lieu, si je ne dis pas de bêtises, vers 2014 ou 2015. Il me semble. Et là, plus récemment, il y a eu une nouvelle élection en fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, où par contre, le parti d'Aung San Suu Kyi a gagné plus de 80% des voix, a priori, ce qui est... Les gens ne les aiment plus du tout. Enfin, Ouais. ils ont vraiment plus de soutien. Mais à côté, ils ont les flingues, ils ont du pognon, donc c'est compliqué. Et elle se dirige toute seule, c'est un parti politique. Bah, techniquement, ce sont des seigneurs de guerre d'une certaine époque qui se sont mis ensemble, qui contrôlent globalement l'armée birmane et qui se cooptent entre eux, si on peut dire ça. Ouais, enfin, je sais pas le détail des fonctionnements de l'armée, je saurais pas Hmm. je saurais pas J'ai pas tous les détails, mais en gros, c'est à peu parler, près ça qu'on. mais j'imagine, oui, sachant que Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs institutionnels ouais, plus subtils, mais il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus dans la subtilité, ouais. quoi. Sachant que c'est une armée qui est très autonome, assez Hmm. nettement. Tu frises pas mal, mais Au niveau vidéo ou au niveau ouais, son? au niveau vidéo, au niveau son, c'est nickel. Bon, bah, Ouais, ce ouais. n'est pas grave. Vous me verrez en freeze frame dans faisant des têtes à la con très régulièrement, mais vous avez l'habitude. C'est ma tête, je ne vais pas la changer pour cette vidéo. Ouais, ta tête est cool. Le problème, c'est qu'elle ne bouge pas. Mhm. Mais, mais voilà. Ouais. Bon, donc, bah, Juste un ouais, petit quelques détails à la vas-y. con qui me reviennent. Je veux dire, c'est une armée d'à peu près 400-500 000 hommes sur un pays de la taille dont la taille m'échappe totalement, mais je vais vous 50 le millions retrouver. d'habitants à peu près, peut-être 57. Enfin, c'est un peu plus Voilà. petit que la France, mais pas beaucoup Mais plus c'est quand petit. même très grand comme pays. Et surtout, le budget de l'armée représente à peu près 50% du produit national brut. Donc, qu'il y a énormément d'argent qui disparaît là-dedans.
Donc c'est un coup d'État, on va le voir, qui est assez violent, donc une contestation violemment réprimée, au moins 570 civils qui auraient été tués. Alors, les derniers chiffres parlent de 800 morts. Après, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut totalement faire confiance aux chiffres qu'on a, parce que par définition, dans ce genre de cas, les autorités sont fortement susceptibles de mentir, et de l'autre côté, l'opposition n'a ni vraiment les moyens de tout compter et n'est pas non plus complètement neutre dans la diffusion des chiffres. Mais selon toute vraisemblance, il y a eu beaucoup de morts. On a quelques observateurs internationaux, on peut faire des estimations, et disons qu'on a très certainement passé la centaine, potentiellement plusieurs centaines. Je pense oui, on a les centaines. Je pense que c'est à peu près sûr. Il y a eu a priori 100 morts, enfin presque 100 morts durant une journée, la journée la plus violente de contestation. Donc je lis un petit peu, une contestation violemment réprimée, au moins 570 civils auraient été tués par les forces de sécurité depuis le putsch. Au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les pays occidentaux poussent prudemment pour la mise en place de sanctions, mais ni la Chine, on va y revenir, un allié traditionnel de l'armée birmane, mais la Chine, un allié traditionnel de l'armée birmane, rejette catégoriquement cette idée. Donc ce à quoi on va pas mal s'intéresser, ça va être les aspects financiers, et puis on va essayer aussi de voir pourquoi est-ce qu'il y a eu ce coup d'État à ce moment-là, et aussi un petit peu pourquoi est-ce que, alors que c'est un coup d'État qui semble quand même plutôt violent, il y a, j'ai l'impression, très peu de couverture médiatique, alors qu'il y en avait quand même beaucoup plus, par exemple, pour ce qui s'est passé à Hong Kong quelques années plus tôt. La couverture médiatique, on en a quand même eu pas trop mal, juste que ça s'est essoufflé. C'est ce que j'ai envie de dire. En Occident. Donc le 1er février, les militaires procèdent à une vague d'interpellations, dont la chef de facto du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et le président de la République, Win Myint. L'armée déploie des troupes et les véhicules bien blindés pour bloquer les axes permettant d'accéder au Parlement. Je ne sais pas si tu veux continuer la lecture. Oui, j'arrive à lire. Ouais. Alors, à Rangoon, les soldats de Tatmadaw, le nom officiel des forces armées birmanes, s'emparent de l'hôtel de ville, bloquent l'aéroport international, puis les militaires déclarent sur leur chaîne de télévision, ils ont leur propre chaîne de télévision, tu vois, Armée TV, enfin Miwadi TV, l'état d'urgence pour une durée d'1 an et placent leurs généraux au poste clé, mettant brusquement fin à 10 ans de transition démocratique. Donc, vous imaginez ça chez nous, quoi. Mig Anglais, je prononce sûrement très mal, le tout-puissant chef de l'armée concentre désormais les pouvoirs législatifs, administratifs et judiciaires, tandis qu'un autre général, Min Sway, est désigné président par intérim, un poste largement honorifique, motif avancé par les militaires pour ce coup d'État, le 3e depuis l'indépendance du pays en 1948, des fraudes électorales énormes selon eux lors des élections législatives de novembre 2020. Alors des fraudes électorales énormes lors des élections, sachant que tout ça a eu lieu, donc la contestation des élections par les militaires qui venaient de perdre ces élections, c'était ce dont je parlais au début, a eu lieu entre novembre et février. Entre novembre et février, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a contesté des élections parce qu'il a affirmé qu'elles étaient truquées autre part dans le monde. Dans l'hémisphère nord, un peu à l'ouest de nous. Oui, voilà. Donc, c'est assez intéressant, des militaires qui veulent prendre un putsch, qui veulent faire un putsch, réutilisent la même rhétorique que Trump. Alors, ils auraient peut-être utilisé exactement la même rhétorique à un autre moment, mais disons que on est plus mal placé, on est plus difficilement placé pour les contester quand, par ailleurs, aux États-Unis, il se passe ce genre de choses. Sachant que l'élection qui a abouti avec 80% des sièges pour le parti d'Aung San Suu Kyi, c'est une élection qui a été observée de manière internationale. Il y a eu des irrégularités, parce qu'il y a toujours des irrégularités dans n'importe quelle élection, mais une irrégularité, ça veut dire il y a eu un moment où il n'y avait pas assez il y a eu quelques personnes qui n'ont pas été validées, en aucun cas
il a pu y avoir assez d'irrégularités pour changer le sens du scrutin. Parce que pour une élection à 80%, il aurait fallu empêcher de voter des millions de gens pour avoir le moins d'effets. Et on n'est pas du tout dans ce cas-là. Alors, ceci dit, un autre élément que je mets maintenant, qui était assez important, c'est que, en fait... alors, je me gourre un petit peu, je me gourre sans doute, j'ai pas exactement les chiffres, mais si je dis pas de bêtises, le fait d'être peut-être à 75%, j'imagine, les trois quarts, donc il y a ces 25% qui sont réservés aussi, qui sont réservés à l'armée par ailleurs, mais en gros, Aung San Suu Kyi s'approchait d'un seuil qui lui permettait de réformer la Constitution et donc de limiter le pouvoir de l'armée. Donc, peut-être que l'armée aurait accepté une défaite à 60%, mais là, il y avait une notion de survie, en fait. Il y a ça qui a sûrement motivé le fait qu'il refuse disons que c'est facile d'avoir en théorie le pouvoir de le faire, mais quand tu as des flingues contre toi, comme on le voit, c'est plus compliqué. Donc, arrêté le 1er février et mis au secret, encore une fois, l'icône de la démocratie birmane est dans un premier temps accusée par la junte de délits mineurs. Importation illégale de talkie-walkie et non-respect des restrictions liées au coronavirus. Ok. La junte l'accuse ensuite d'avoir reçu pour 600 000 $ de pots de vin et plus de 11 kilos d'or de la part d'un allié politique. Des observateurs s'interrogent toutefois sur l'authenticité des témoignages qui lui valent ces accusations. Elle n'est pas encore inculpée dans ce volet. Assignée à résidence, encore une fois, Aung San Suu Kyi, 75 ans, a comparu jeudi 1er avril en visioconférence. L'égérie de la lutte pro-démocratie paraît alors en bonne condition physique, selon l'un de ses avocats. Elle est désormais inculpée pour avoir violé une loi sur les secrets d'État datant de l'époque coloniale, la charge la plus lourde retenue contre elle jusqu'à présent. Donc, je ne veux pas me prononcer sur la justice d'un autre pays, mais ça ressemble vraiment fortement à « on a jeté des trucs dans sa direction jusqu'à ce qu'il y en ait un qui colle ». Oui, c'est une stratégie. Ça ressemble surtout à. Enfin, c'est à peu près la même chose que ils ce que avaient je vais dire. absolument Ils rien. voulaient faire un coup. Il fallait une justification médiatique. Enfin, il fallait bien dire qu'ils prenaient le pouvoir pour quelque chose, et ils ont chopé un petit peu tout ce qui passait. C'est la méthode. C'est la méthode stalinienne dans toute sa splendeur. Ils ont beaucoup d'aveux contre elle. C'est exactement comme des preuves. Zanaria dit surtout quand c'est eux qui ont le pouvoir, je trouve que c'est ridicule d'appeler au complot. Ouais, mais oui, justement, il y avait un peu cette notion de, je pense qu'ils avaient, enfin, de ce que j'ai lu, ils étaient dans une situation où ils étaient susceptibles de perdre un petit peu de leur pouvoir. Et c'est un peu comme aux États-Unis où les républicains avaient le contrôle complet, mais néanmoins ils ont appelé au complot quand ils n'ont pas gagné. Ça c'est. Là, ça va être justement ce que je disais. En novembre, la NLD remporte à nouveau les élections législatives avec 82% des voix. Le parti affilié à l'armée lui est laminé, une humiliation pour les généraux qui dénoncent des fraudes et demandent le recomptage de bulletins. On en a déjà parlé. Bien qu'elle soit l'initiatrice de la transition vers la démocratie, la junte se croyait en 2008 25% des sièges au Parlement, le contrôle des ministères de la Défense, de l'Intérieur et des Frontières, ainsi que le droit de suspendre la Constitution et de reprendre le pouvoir en cas de menace sur le pays. Ils se sont gardés des trucs vaguement utiles. Voilà, un processus de démocratisation en cours. On va faire une partie de poker, mais je m'octroie tous les as et je commence avec. C'est juste, si tu fais une suite royale, tu peux gagner. De temps en temps. Et à 80%, à 82%, c'était pas loin de la suite. On n'était pas loin de la suite royale, quoi. Aung San Suu Kyi envisageait de réformer la Constitution pour mettre fin à cette mainmise. Bon, il y a d'autres articles qui détaillent un petit peu plus ça, mais qui sont les manifestants opposés au coup d'État? Adrien, je te laisse. Donc, dès le 6 février, plusieurs milliers de Birmans manifestent pour exprimer leur opposition au coup d'État. Dans le calme, ils défilent dans la rue, appellent à la grève. Artistes, étudiants, journalistes, ouvriers, moines, ils réclament le retour à la démocratie. La démocratie est notre cause ou libérer notre leader Aung San Suu Kyi. Clament leurs pancartes. De nombreuses factions ethniques armées qui contre le pays menacent de leur côté de reprendre les armes. Oui, il faut noter que on connaît les Rohingyas, donc la minorité musulmane en tension avec la majorité bouddhiste, il me semble.
mais Oui. il y a plus. C'est un pays multiethnique. C'est un pays Et multiethnique, il y a plein de minorités et il y en a pas mal qui sont entre autres réfugiés dans le nord de la Thaïlande. Enfin, le nord de la Thaïlande a pas mal été la zone où les minorités un peu persécutées des différents pays du coin se replient progressivement. Et généralement, ce qu'ils vivent en Thaïlande est pas non plus foufou, hein, parce que ça ressemble un peu à ils sont parqués dans des zones à touristes où ils sont un peu dans des situations où ils se font enfin pas forcément tout le temps, mais il y a ce genre de truc, une exploitation un peu glauque de minorités ethniques qui se fait là-bas aussi. Donc attends, il y a une question importante de Guillaume Vendée. Au sujet des ethnies, j'ai mal suivi ce qui est identifié comme le génocide Rohingya. Elle a été incriminée pour ces événements par le tribunal de La Haye. Quelle est la part de responsabilité d'Aung San Suu Kyi sur ce sujet a priori? Alors, on répond tout de suite ou Alors, moi, j'ai pas énormément d'éléments à apporter là-dessus. C'est pas le truc que j'ai le plus bossé. Tout ce que je peux dire, vas-y. Comment dire, les Rohingyas sont une minorité musulmane homogène dans une région précise, il me semble, dans le nord du pays. Au niveau de la frontière avec le Bangladesh, donc c'est l'ouest. L'ouest. Le tu as milieu tout à fait raison. Ils sont, en fait, il y a eu plusieurs mouvements indépendantistes, certains étant allés dans les années 70 ou 80, certains étant allés jusqu'à des attentats à l'époque. Il y a globalement le pays, la Birmanie, se considère comme parfaitement légitime pour maintenir. Je parle là du point de vue de la majorité des Birmans. Que en fait les Rohingyas sont un danger, sont des mauvais citoyens, sont un danger permanent pour la Birmanie et que tout ce qui est fait pour maintenir la paix là-bas doit être accepté. Et Aung San Suu Kyi est une pro-démocratie, est quelqu'un qui veut libérer son pays des militaires, mais c'est quelqu'un qui fait partie de la majorité de son pays. Et elle a un point de vue très majoritaire. Donc il y a eu très récemment de nombreuses exactions, dont certaines pourraient s'apparenter à des actions génocidaires, de déplacements forcés, de famines provoquées, même si toutes les famines sont toujours provoquées, de lois type apartheid qui frappent de manière discriminante une minorité par rapport à la majorité. La responsabilité d'Aung San Suu Kyi, personnellement, il faudrait que j'étudie le sujet mieux pour vous le dire, pour aller plus en profondeur sur ce sujet, mais en tant que tel... Ce qui lui est pas mal reproché, c'est entre autres qu'elle a été défendre devant des instances internationales ce qui se passait dans son pays à ce niveau-là. Je ne sais pas si elle a été impliquée là-dedans, j'ai l'impression que les acteurs impliqués, c'est la population directement, on reviendra pourquoi à ce niveau-là, genre des lynchages, ce genre de choses, d'un côté. Et de l'autre côté, il me semble que l'armée qui, dans un premier temps, n'était pas particulièrement heureuse de ce qui se passait, a joué là-dessus et sûrement perpétrer des exactions, mais je veux pas m'avancer trop là-dessus. C'était pas notre sujet aujourd'hui. En fait, il faudrait qu'on fasse un sujet bien en profondeur dessus. Mais en gros, c'est ça. Donc, pas de souci du tout pour la digression, Guillaume. Au contraire, c'est intéressant. On est là pour ça. À plusieurs reprises, Min Aung Hlaing, je prononce sûrement comme d'hab tous les noms très mal, demande aux Birmans de rentrer chez eux et de mettre fin aux mobilisations sans succès. La junte répond par une violence croissante. 570 civils, dont une cinquantaine d'enfants et d'adolescents, ont été tués en un peu plus de 2 mois selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Plus de 2700 personnes ont été arrêtées. Beaucoup sont sans accès à leurs proches ou à un avocat, sont portés disparus. Une centaine de manifestants ont trouvé la mort lors de la manifestation du 27 mars, la journée la plus sanglante depuis le début du coup d'État. L'accès Internet a été restreint.
mais le mouvement de contestation, qui comprend de nombreux jeunes habitués aux nouvelles technologies, continue de se mobiliser sans relâche et trouve des moyens de contourner la répression. Alors là, je vais faire une petite pause, la pause Facebook, parce que c'est ce qui se passe au niveau de l'accès Internet en Birmanie est assez intéressant. C'est plus ancien, mais en gros, quand donc la Birmanie est un pays où il y avait que des médias d'État avant l'ouverture, et quand comme l'ORTF, voilà, exactement, une boîte avec De Gaulle dedans, enfin leur De Gaulle local, oui. La libéralisation des médias s'est beaucoup fait par Internet. J'imagine que que les forfaits Internet sont plutôt des forfaits téléphone, ça j'en sais rien, et il n'y a pas de neutralité du net là-bas, comme dans beaucoup de pays d'Asie. Moi j'avais découvert ça en Indonésie quand j'y étais allé. Donc du coup les forfaits Internet vont avec, donc pas de neutralité du net, ça veut dire qu'on vous vend un forfait Internet avec, je sais pas, Netflix, mais c'est plus cher, un forfait Internet avec Google, les journaux locaux, l'accès aux sites US, oula ça va être très très cher. Et le forfait de base en Birmanie, c'était un forfait Internet avec Facebook, mais Facebook sans les images. Alors attention, parce que j'ai vu Eh oui, il est forcé. l'action de Star Trek pour les nuls. Au passage, merci à Tophobie qui s'est abonné aussi, qui nous suit quoi. Spécial dédicace. Du coup, ce rôle très important de Facebook là-dedans a généré un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les gens communiquaient essentiellement via Facebook, qui était un endroit absolument pas modéré, où il y a eu un discours de haine anti-Rohingya qui s'est énormément développé. Et le truc, c'est que de l'autre côté, Facebook n'avait pas de modérateur à l'époque. Alors, je crois que ça a progressivement augmenté. À un moment donné, ils en ont eu 2, puis ils en ont eu un petit peu plus. Mais au départ, quasiment personne ou une personne chez Facebook était capable de parler birman. Et du coup, il y a un énorme discours de haine qui s'est déclenché là-bas, à tel point que Facebook a été accusé d'être la radio des mille collines de la Birmanie, c'est-à-dire l'espace qui était en train dans lequel un génocide était en train de se préparer. Dans un premier temps, les militaires s'offusquaient de ça à l'international, demandaient à Facebook de faire son job, et puis dans un deuxième temps, ça a évolué vers le fait que au début de ce coup d'État, les militaires ont utilisé eux-mêmes Facebook, ont fait de la com sur Facebook justement pour déplacer l'opinion de leur côté. Du coup, finalement, Facebook, cette fois-ci, qui s'était pas mal fait accuser précédemment dans le cadre du massacre des Rohingyas, a réagi, avait embauché quelques modérateurs, etc., n'a pas laissé passer ce discours, et ça a amené à l'armée birmane à bloquer Facebook en Birmanie, ce qui n'est pas forcément un problème. C'est un problème, hein. C'est toujours un problème de limiter la communication de la population, mais de la communication absolument pas modérée, ça peut être un petit peu problématique. Alors je vois qu'il se passe des choses dans le chat. Il raconte des conneries. Il y a quelqu'un qui les encourage en plus, c'est insupportable. Tu parles de toi, Adrien, bien sûr. C'est possible. C'est une possibilité.
Ouais, les lunettes, je les garde pas hyper longtemps, mais je les remets avec plaisir. Et normalement, j'en ai d'autres paires pour plus tard dans le live. Et en effet, il y a des points que vous pouvez dépenser aussi pour choisir un prochain sujet que l'on va faire, qui sera un retour sur des vidéos que j'ai déjà publiées précédemment sur ma chaîne. Et vous avez le choix entre John Lilly, Timothy Leary et de l'autre côté Buffon. Donc Buffon, c'est plus l'évolution avant Darwin, la transformation des espèces, tout ça. Et Timothy Leary et John Lilly, ce sont deux, on va dire, grands représentants de la contre-culture américaine des années 50, 60, 70. Des drogués. Un petit peu à la frontière entre drogue, psychédélique, science et pseudo-science. Enfin, c'est assez intéressant. Ils ont un petit peu une vie de ouf, l'un et l'autre. Il y en a un qui a essayé d'apprendre l'anglais à des dauphins, l'autre qui s'est évadé de prison à plusieurs reprises. Bref. Pour 10 000 points, il vous parle de ces sujets sous champignons. Non, ça n'arrivera pas. Voilà. Bon, 20 000 points vu qu'il faut aller les chercher dans une cave. Du coup, je propose qu'on continue en fait sur la Birmanie, sur peut-être. La Birmanie, ouais. On avait préparé. Désolé. Je pense qu'on avait à peu près terminé cet article. Du coup, je vais passer au suivant. Donc celui-là, c'est un article beaucoup plus court qui donne un petit peu une idée de l'ampleur de ce qui se passe là-bas. Donc je vais passer un peu sur la journée du 27 mars, les 100 morts, etc. Tout ça. Voilà, on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant, outre la carte qui est assez cool, c'est ce passage-là, dans le sud, en territoire Karen. Donc il développe pas mal l'idée que les différentes minorités sont en rébellion, qu'il y en a pas mal qui sont armées, qu'elles étaient déjà souvent en rébellion à l'époque de la dictature militaire. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va vers une guerre civile en Birmanie ? Alors, au vu des évolutions depuis cet article, je pense que pas vraiment, parce que les militaires sont en train de gagner assez nettement. Mais ce passage est assez intéressant pour voir l'ampleur de ce qui se passe là-bas, dans le sud, en territoire Karen, le long de la frontière thaïlandaise. Ce sont des avions de chasse qui ont été appelés en renfort et ont frappé plusieurs villages le 27 mars, faisant au moins 3 morts et poussant plusieurs milliers de personnes à fuir. Des frappes en représailles de la prise d'un avant-poste sur une colline par le bras armé de la Karen National Union. Donc ça, c'est une armée rebelle, on va dire. Quelques jours avant, la KNU avait exhorté la junte à arrêter de tuer des civils et à libérer tous ceux qui ont été incarcérés depuis le 1er février. Dans un communiqué similaire dont fait état Myanmar Now, la KAIS disait qu'elle se battait aux côtés des citoyens contre la dictature. Le 30 mars, 3 autres organisations ethniques armées qui contrôlent de larges pans de territoire ont proféré une menace similaire, rapporte The Sydney Morning Herald. Donc, bon, et cette carte est assez intéressante. Donc, on a parlé un petit peu des Rohingyas vis-à-vis... qui ne sont plus considérés comme citoyens, donc qui sont dans un bordel complet parce que techniquement ils sont apatrides. Donc aucun pays, qui n'ont aucun pays pour les protéger, mais on a plein d'autres minorités, comme on le voit sur la carte. Comme on le voit sur la carte. Et alors j'avais plus ou moins prévu d'en parler après, mais je pense que je vais le faire maintenant. Un des trucs intéressants, c'est vous voyez ce gros morceau de l'Inde qui est ici. Donc c'est la petite partie de l'Inde qui est déconnectée en fait du reste du pays. Et l'esclave. Voilà, et c'est une partie où il y a aussi des minorités ethniques et aussi des rébellions en Inde. Enfin, il y a des indépendantistes en fait dans cette région-là, de l'Inde, et ça joue un petit peu un rôle aussi dans la mesure où l'Inde ne condamne pas des masses. En fait, aucun des voisins de la Birmanie ne condamne fermement ce qui est en train de se passer là-bas. Ils ont des discours en mode ouais, il faudrait que vous tuiez un petit peu moins de gens quand même. On ne sait pas si c'est ceux qui sont en train de tuer les autres qui ont raison ou ceux qui se font tuer, mais ce serait cool de faire ça de manière plus calme, ce genre de choses. Et ce qui se passe côté Inde, c'est que l'armée indienne a des accords avec l'armée birmane pour justement réprimer les minorités ethniques, alors, entre autres musulmanes du côté de l'Inde, mais c'est pas que,
des deux côtés de la frontière. Donc ils ont besoin de cette collaboration avec l'armée birmane pour lutter contre les indépendantistes dans leur pays. Plus apparemment ils cherchent à contrer l'influence de la Chine, l'autre gros voisin, et donc ne veulent pas se froisser avec qui que ce soit. Le Laos, on n'en parlera pas, c'est un tout petit pays, mais on reviendra sur la Thaïlande un petit peu plus tard. Mini précision sur ce que disait, la petite excroissance d'Inde qui touche n'est pas complètement déconnectée du pays. En fait, quand ils ont créé le Bangladesh, ils ont un peu fait les frontières à l'anglaise, comme les Anglais savent très bien faire, de se laisser un micro bout de territoire qui fait tout le tour du Bangladesh pour rejoindre le coin qui est encore à eux. Voilà, exactement. Mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Alors, on va parler un petit peu vite fait de comment est-ce que tout ça est perçu, en Asie. Alors, cet article est intéressant, ce dont il parle est intéressant, mais je vais faire un disclaimer sur Radio Free Asia. Radio Free Asia, c'est un média, on va dire, très anti-chinois, historiquement très anti-communiste, financé par le Congrès américain, qui joue un rôle qui n'est pas nécessairement que néfaste aux États-Unis. La Chine dirait que c'est un organe de propagande, mais qui est un petit peu trouble. C'est-à-dire qu'en effet, balancer une chaîne de radio clandestine dans des pays où il n'y a pas le droit à la liberté d'expression, etc., tout ça, c'est relativement vertueux, mais disons que c'est pas des gens qui sont reconnus pour leur objectivité. C'est à partir de Radio Free Asia que vous avez vu passer des news comme le fait qu'en Corée du Nord, Kim Jong-un avait demandé à la totalité des étudiants, puis à la totalité de sa population, ça c'était une déformation de ce que disait Radio Free Asia, d'avoir la même coupe que lui, ou ce genre de choses. Donc de la désinformation passe par là, voilà. Mais à côté, certaines informations qui ne sortent de nulle part. Enfin, c'est un point de vue unique à toujours prendre avec beaucoup de précautions. Voilà, c'est un point de vue intéressant, mais c'est pas du tout un organe de presse neutre. Oui. Voilà. Donc, Al Jazeera, par exemple, est beaucoup plus indépendant par rapport à ça, qui est un organe de presse appartenant à un pouvoir spécifique, mais qu'il faut prendre avec des pincettes, mais ça c'est pire. Donc je sais pas si tu peux le lire, tiens. Oui. Je pense qu'on peut lire. C'est écrit trop petit. Alors attends, je vais le faire du coup. Des manifestations de soutien envers les manifestants birmans ont été observées à Hong Kong ou encore en Thaïlande, ravivant l'Alliance du thé au lait, un mouvement de solidarité entre les militants pro-démocratie de plusieurs pays d'Asie, comme l'explique Radio Free Asia. En Asie, les mouvements de révolte contre les régimes oppressifs se répondent parfois d'un pays à l'autre et se font écho par-delà les frontières. Depuis le putsch perpétré le 1er février en Birmanie, les manifestants pro-démocratie ont par exemple repris un symbole utilisé en Thaïlande en 2014 après le coup d'état du général Prayut Chan-o-cha, celui des 3 doigts levés issu de la série de livres et de films à succès The Hunger Games. Ce passage, je le trouve intéressant pour plusieurs choses. Alors déjà, c'est l'occasion de rappeler que la Thaïlande, le pays d'à côté, est un pays qui a une grande tradition de coups d'État militaires. Il y en a sans arrêt, c'est le cycle normal du pays. Par contre, c'est des coups d'État qui sont vachement moins violents que ce qui se passe en Birmanie. Généralement, j'aurais envie de dire des coups d'État librement consentis à peu près. Il y a souvent des manifestations, souvent des morts, etc. Mais c'est pas au même. Bien sûr. Il me semble qu'il y en a eu un quand même dans les 20 dernières années où il y a eu plusieurs centaines de morts. Mais généralement, c'est par rapport à la fréquence. C'est une sorte de reboot. Ouais, voilà. Par rapport à la fréquence des coups d'État en Thaïlande et donc il y en a eu un récemment, donc c'est un peu la politique thaïlandaise, la guerre entre le clan Thaksin Shinawatra et l'armée, globalement entrecoupée d'épisodes royalistes. Et il se trouve que le général qui a pris le pouvoir en Birmanie est un grand admirateur du général qui a pris le pouvoir en Thaïlande. Pas exactement, du modèle du général qui a pris le pouvoir en Thaïlande. Le général en question est mort depuis, mais il y a une espèce de filiation idéologique entre les deux pays. L'autre truc que je trouve assez cool,
c'est le fait de voir que les référents culturels de ces personnes qui font enfin pas la révolution, mais qui manifestent en Birmanie, quelque part c'est logique, ouais, un général putschiste qui s'appuie sur un autre général putschiste. Moi qui fais du podcast, je suis admirateur de podcasteurs et de podcasteuses. Ouais, tout à fait, on comprend, c'est un modèle. En plus, un coup d'État qui a réussi, le coup d'État thaïlandais, on comprend tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant aussi, enfin, cet article est aussi une excuse pour dire que ces manifestants pro-démocratie ont un peu les mêmes référents culturels que nous. La référence à Hunger Games est marrante, même si bon, je pense que c'était antérieur à la Birmanie, mais il y a eu une vidéo d'Arte que je ne vous passe pas, qui était un reportage en immersion parmi les gens qui manifestent, où l'on voyait que il y a des militants LGBT là-bas, il y a des trucs qui sont assez intéressants dans la mesure où en Occident, une certaine extrême droite nous bassine sans arrêt en disant oui, vos luttes progressistes, c'est de la merde, regardez les gens qui sont vraiment réprimés en Chine, etc. Ils se posent pas toutes ces questions. Si, ils se posent toutes ces questions. Ils se posent des questions liées aux féministes, aux droits des minorités, aux droits des LGBT, ce genre de choses. Et voilà, enfin, je trouvais que c'était intéressant de le dire. Je vais passer le paragraphe suivant pour accélérer. Mais du coup, il y a peut-être des conventions entre généraux putschistes, des salons du putsch. J'imagine. Forcément. Enfin, quelque part, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, vu qu'il y a eu une conférence de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'organisation... La zone économique. Ouais, voilà. Qui, normalement, est une zone une alliance économique, en gros, de pays d'Asie du Sud-Est, qui n'est pas censée être un truc... politique, mais un petit peu quand même, et des questions se sont posées dans la mesure où qui accueillir comme représentant de la Birmanie, dans la mesure où l'opposition a constitué un gouvernement aussi alternatif, ce genre de choses, et au final, de ce qu'on comprend un petit peu sous la pression de la Thaïlande, ou en tout cas la Thaïlande n'a pas été contre ça, ils ont accepté la venue du général putschiste. Ils lui ont dit c'est quand même pas très très bien, faudrait pas tuer de gens, faites ça calmement, on espère que tout le monde à part ça, parlons pognon. À part ça, parlons pognon, exactement. Et ça n'a pas été plus loin. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus loin, outre l'admiration mutuelle de ces dirigeants? Eh bien, entre autres, parce que... Donc ça, c'est un article qui est assez intéressant de Courrier International sur les relations entre la Thaïlande et la Birmanie, et pourquoi est-ce que, alors que ce sont les voisins les plus proches et qu'ils vont se manger des réfugiés dans la gueule, critiquer la Birmanie, c'est compliqué. Ouais. Si j'ai bien résumé. Exactement, très, très bon résumé, et beaucoup plus rapide que ce que j'aurais fait. Autre facteur incitant à la prudence, la Thaïlande dépend en bonne partie du gaz naturel birman. Près de 30% de son électricité est produite grâce aux importations de gaz. Au-delà des liens étroits qui unissent les militaires des deux pays, les dirigeants thaïlandais ne peuvent pas se permettre de se fâcher avec la jeune birmane, car leur approvisionnement en énergie en dépend. Désolé pour le bug oral. Mais on va parler davantage de cet approvisionnement en énergie, parce que cet approvisionnement en énergie, il passe entre autres par un gazoduc qui est possédé par une entreprise qu'on connaît bien. Alors je te laisse un petit peu la parole, peut-être. Et alors voilà, on rentre en France. Là, on arrive sur les trucs un peu plus juteux personnellement, qui nous touchent le plus directement. Donc, il y a quelques jours, Le Monde a publié une enquête extrêmement intéressante sur des comptes secrets de Total qui servent à financer les généraux de la junte birmane. Donc, en gros, selon les documents, il y a un système de partage des bénéfices entre l'entreprise et la junte.
Donc depuis le coup d'état militaire en Birmanie le 1er février, la pression monte sur le groupe Total et pour cause, le pétrolier français exploite depuis 1998 un gisement de gaz au large des côtes birmanes. Les militants pro-démocratie demandent aux groupes étrangers, en particulier Total et l'américain Chevron, de suspendre leurs activités pour cesser d'apporter un soutien financier à la junte. Ça me semble un peu normal. Ce dont se défend le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui affirme simplement s'acquitter des obligations auprès de l'État birman. Il se lave les mains, il ne voit rien, il n'entend rien, c'est du business à la française habituel. Des documents internes auxquels Le Monde a eu accès racontent une autre version de l'histoire. Ils mettent en lumière le montage financier autour du gazoduc sous-marin de 346 km qui relie le gisement de Yadana à la Thaïlande. Ce tuyau ne se contente pas de transporter du gaz, il est le cœur d'un système où des centaines de millions de dollars provenant des ventes de gaz sont détournés des caisses de l'État birman vers la Myanmar Oil and Gas Corporation, MOG, une entreprise publique à la gestion opaque contrôlée par les militaires. Alors, on passe là-dessus. Là, ils expliquent un petit peu mieux comment fonctionne le système opaque, mais c'est pas... Ça explique ceci. En gros, l'argent... l'entreprise ne déclare pas de bénéfices, l'argent à l'intérieur disparaît à un moment, et visiblement, Total et la junte se le partagent. Alors, un autre élément interroge. Les propriétaires du tuyau et de l'exploitation du gisement de gaz sont les mêmes, répartis de manière identique au capital des deux sociétés. Donc, on y trouve le français Total, 31%, le thaïlandais PTT Exploration and Production Public Company Limited, 26%, Chevron, donc l'américain, Désolé. non. Pardon, c'est bon. Et l'entreprise publique birmane, la MOJ. Pourquoi une entreprise facturerait-elle ses services à un prix jugé exorbitant à son double détenu par les mêmes personnes? Ce qui revient, autrement dit, à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Exactement. Vas-y, Bon, David. ça, c'est quelque chose qui fait pas mal penser à genre... La double irlandaise. Oui, voilà, exactement. Google ou Facebook ou je ne sais qui d'autre, Starbucks. L'entreprise irlandaise de Google qui facture des services de propriété intellectuelle disproportionnés à toutes leurs entreprises dans le reste de l'Europe, histoire que l'argent aille en Irlande et puisse profiter de l'exonération d'impôts d'exploiter les failles qu'il y a là-bas. Pierre-Paul, ok, mais quid d'Adrien et David? On va continuer. Ah, on aimerait bien avoir ce genre de bénéfice. Hein. Ah non, vous voulez dire qu'il faut déshabiller l'un pour habiller l'autre? C'est compliqué, on est à distance. Je sais que ça semble magique, mais il y a du confinement en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Malgré cette fluidité de la vidéo des deux côtés, je suis sûr que vous ne pouvez pas deviner qui stream et qui est à distance entre moi et Adrien. Mais bon, en ce moment, les gens ne le savent pas, mais je suis en Afrique à négocier des contrats pétroliers avec des dictateurs. C'est très important. Faut bien qu'on finance Perspective Croise. Ça coûte beaucoup trop cher autrement. C'est une valise de billets par épisode, hein, c'est le minimum. Je continue du coup. Par une étrange coïncidence, les bénéfices confortables du gazoduc sont ensuite reversés sous forme de dividendes. On l'a déjà lu ça, non? Non, c'est juste que je l'ai dit, connement. Ouais. Non imposable. Le 20 décembre 1994, lors de la mise en place du projet gazier, les actionnaires du tuyau ont en effet pris le soin d'enregistrer leur holding aux Bermudes, un paradis fiscal où ni les cessions de parts, ni les revenus, ni les dividendes ne sont taxés. Quelques semaines plus tard, le 30 janvier 1995, à une époque donc où la junte contrôlait totalement le pays. Hein. Et aussi où Total était moins regardant avec ce genre de contrat parce qu'il pensait pas que ça sortirait un jour à en une public. époque où même en Europe c'était à peu près ok la corruption à l'étranger. Enfin, en France, c'est ça, en tout où cas, c'était très... considéré. Voilà. C'est... Ça arrivait encore chez nous Tu déclarais au fisc tes frais de corruption d'État étranger et tu avais des réductions d'impôts comme pour ça parce que ça coûte quand même cher. Donc vous comprenez. Ils ont aussi obtenu la garantie qu'ils ne soient pas taxés au Myanmar pour quelque dividendes que ce soit. Le Myanmar, c'est l'autre nom de la Birmanie. Les paiements de dividendes effectués par MGTC ne seront soumis à aucune retenue à la source, prévoit cet accord. Interrogé sur le sujet, la compagnie française se montre pour le moins elliptique. Nous ne connaissons pas les raisons précises qui ont conduit le choix de domicilier MGTC aux Bermudes il y a 30 ans, mais elle reconnaît qu'un tel montage ne serait plus possible aujourd'hui, compte tenu de la politique de Total depuis 2012, c'est récent, qui ne domicile
qui ne domicilient plus aucune filiale nouvelle dans des paradis fiscaux. On garde les anciennes, mais... Oui. Rapatrier, dénoncer des contrats ignobles, ce genre de choses, non. Mais on ne le fait probablement plus aujourd'hui. Mais on ne commentera pas. C'est assez honteux. Ce dispositif complexe permet de maximiser les profits versés aux actionnaires de MGTC et de minimiser les taxes versées à l'État birman, grand perdant de ce système. Les derniers résultats annuels publiés par Total en 2020 montrent que les sommes versées par le géant pétrolier français au ministère des Finances birman sont 3 à 4 fois inférieures à celles distribuées à son coactionnaire MOJ. Résultat, les bénéfices colossaux des opérations gazières ne transitent plus par les caisses de l'État birman, mais sont massivement récupérés par une entreprise totalement sous le contrôle des militaires. Je te laisse la suite. Ouais. Il faut comprendre que MOGE n'est pas une entreprise publique comme une autre. Elle est un véritable État dans l'État qui échappe à tout contrôle et toute transparence. À l'exception de la période 2016-2020, MOGE n'a été dirigé que par des cadres de l'armée ou des officiers à la retraite qui l'avaient sous son contrôle. Explique, je ne vais pas dire son nom, professeur d'économie internationale et spécialiste de la Birmanie à l'université de Curtin de Perth en Australie. C'était ce qu'on disait au début, que l'armée, avec le temps qu'elle a eu sur le contrôle, en fait, s'est créé d'autres, en plus des pouvoirs institutionnels qu'elle se garde, s'est créé des ressorts pour garder le pouvoir, du genre ce genre d'entreprise, et plein d'autres fromages qui se sont distribués et qu'ils ont pillés. L'entreprise a longtemps été considérée par l'opposition comme étant la boîte noire de la junte. Peu après l'arrivée des civils au pouvoir en 2016, la dirigeante de l'opposition, Aung San Suu Kyi, en prend la direction en espérant pouvoir resserrer l'étau des militaires. Desserrer l'étau des militaires, pardon. Mais elle abandonne ce poste en 2018. En voulant réformer l'institution, elle s'est sans doute heurtée à la résistance des militaires. Estime toujours la même personne. Comme l'a également révélé. Ouais, vas-y. Je pense même qu'on l'a poussée à la démission par une menace quelconque. Hein. Je la vois pas abandonner ça. Ensuite, ça, c'est de la pure spéculation. Hein. Ou alors, elle s'est rendue compte que c'était complètement inutile parce qu'elle n'avait pas le pouvoir effectif et qu'elle pouvait rien faire. Peut-être, je sais pas trop. Je connais pas assez l'affaire en détail, mais en tout cas... Je sais pas du tout. Comme l'a également révélé le début mars l'organisation MGOE fournit du gaz à prix réduit à des entreprises détenues par l'armée ou par des hommes d'affaires qui lui sont proches, à l'instar du propriétaire de Max, le partenaire de la chaîne hôtelière Accor en Birmanie. Et ça explique aussi que l'armée birmane se sentait sûrement davantage en confiance pour mener un coup d'État parce que son financement était, entre guillemets, sécurisé et assuré. Parce qu'il y a eu un énorme... Un de ses financements. Mais il y a eu un énorme crash financier en Birmanie suite à ce coup d'État, ce qui est assez logique. Mais la Thaïlande achète toujours son gaz là-bas, l'entreprise est toujours là. Et en France, Total a assez peu apprécié que Le Monde publie cette enquête qu'on vient en partie de vous lire d'ailleurs. Puisque on va parler au tout excuse-moi, on va passer au tout dernier article. Je sais pas si on va le montrer, mais en tout cas, il y a eu des conséquences à ce que Le Monde publie cet article. C'est-à-dire que Total avait une campagne de pub prévue dans Le Monde de à peu près 50 000 € et l'a retirée immédiatement, s'inédier, sans commenter ni sans dire pourquoi ils ont fait ça. C'est assez transparent de pourquoi ils ont fait ça, mais donc ça montre que Total garde quand même vraiment des méthodes old school sur pas mal de choses. Ensuite, bon, c'est sûr que acheter de la pub dans un journal qui publie des enquêtes qui te mettent en cause, personne ne peut y forcer, hein, mais donc et ça montre aussi l'importance du journalisme et les pressions qu'un journal peut avoir encore aujourd'hui. Exactement. En fait, personne ne peut y forcer, mais ça prouve que sans vraiment exercer nécessairement de menaces,
c'est ce qu'on appelle l'autocensure, en fait, ce genre de choses. Bon, il se trouve que Le Monde a son avenir... indépendant financièrement. Voilà, ils sont indépendants financièrement, ils risquent pas grand-chose, etc. Donc ça Et va. ils peuvent se permettre de risquer ce genre de choses. Mais un plus petit journal qui serait dépendant de son annonceur publicitaire ne pourrait pas se permettre de critiquer Total parce que il risquerait de perdre un contrat publicitaire qui lui permet de payer ses journalistes à la fin du mois, quoi. Il y a un truc célèbre, il y a un cas très célèbre rien qu'en France, que énormément de journaux dans la région de Bretagne ne peuvent pas enquêter en quoi que ce soit sur les floraisons d'algues vertes ou les dangers, enfin, en gros plus largement les controverses qu'il y a sur les exploitations porcines en Bretagne, simplement parce que quasiment tous les journaux dépendent de budgets de publicité liés à ça, qui sont coupés immédiatement dès que tu commences à enquêter. Et il y a des ONG spécifiques qui ont été fondées en Bretagne pour financer les enquêtes sur ces sujets-là et qui subissent très régulièrement des menaces parce que le lobby du porc en Bretagne ne déconne pas. Il y a des voitures cramées, il y a des... Voilà. Mais donc, ça permet de parler un peu de journalisme, tout ça. Ouais, carrément. Donc, abonnez-vous au Monde si vous voulez soutenir du journalisme de qualité. Ça ne frôle pas. Ça ne frôle pas la mafiosité, les comportements qui sont rapportés, le fait qu'il y ait besoin d'avoir des ONG internationales qui financent des enquêtes locales sur la Bretagne et qui subissent des pressions du niveau mafia, enfin, on est à 100% dans le cas. Et ils se voient sans doute comme de bons citoyens qui défendent juste l'industrie bretonne, hein, donc les mecs qui font ça. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions davantage sur la Birmanie avant qu'on continue, sinon on va passer à la suite. Si on peut faire un résumé en quelques points, le coup d'État semble avoir lieu entre autres parce que le pouvoir des militaires commençait à être menacé par le pouvoir civil et que médiatiquement parlant, c'était sans doute opportuniste de profiter du coronavirus, du fait que ce qui s'était passé en Chine, ce qui s'était passé en Thaïlande et ce qui se passe régulièrement en Thaïlande, etc., faisait que les acteurs locaux étaient peu susceptibles de grandement critiquer. Ils étaient sécurisés financièrement, parlant au moins en partie par cette boîte, et il se trouve que les gens qui participent à les sécuriser financièrement parlant, c'est une boîte française qui n'est pas la seule impliquée là-dedans. Total ne serait pas là, ça changerait sans doute pas grand-chose. Il y aurait quelqu'un d'autre pour remplacer Total, mais néanmoins... c'est Total qui a mis en place le truc. Voilà, c'est Total qui a contribué à mettre en place le truc, et si personne n'acceptait ce genre de situation, peut-être qu'on aurait évité ce coup d'État. Si on avait un moyen en Occident de mettre de la pression sur nos propres entreprises pour que ce genre de comportement soit plus acceptable, il y aurait probablement une amélioration enfin, en tout cas une baisse de la corruption. S'il n'y a personne pour recevoir pour participer, ça pourrait améliorer la situation. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez nous donner un coup de pouce, vous connaissez les bails, un like ça nous fait très plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on rediffuse aussi certaines revues de presse sur le podcast audio H-Critique.